Pour Marcel, rien ne sera plus comme avant à Saint-Herbotte. C'est la grande maison jaune que vous voyez. Il y a une semaine, ces deux petites voisines et leurs parents ont été victimes d'une fusillade dans leur propre jardin. C'était les deux plus jeunes à Saint-Herbotte. J'entendais de la maison et ça faisait plaisir d'entendre des jeunes à jouer. C'est dur à voir vite. Adrian Thornton, sa femme Rachel, Solène et Céleste, leurs deux filles, ont été pris pour cible dans ce hameau de 50 habitants du Finistère, principalement habité par des retraités. Le tireur présumé vivait parmi eux. Samedi soir dernier, la famille Thornton, des Anglais installés en France, profite de la douceur de la soirée. Hervé, le voisin le plus proche, les a salués vers 21 h, quelques minutes avant le drame. La Solène, j'ai vu, elle était sur la balançoire, le pneu que son père avait dû faire, et se balançait là. Et la petite devait être un peu plus loin, sur l'autre balançoire. Et après, moi, je suis rentré. Vers 21 h 30, un homme jaillit de l'autre côté de la haie, fusil 22 longs rifles à la main. Il ouvre le feu. Adrien, 50 ans, est fauché le premier, une balle dans la tête. Puis Rachel, sa femme de 49 ans. Elle hurle à ses filles de s'enfuir, puis tombe, touchée au dos et au cou. L'homme aurait ensuite tourné son arme en direction de Solène, 11 ans. Elle est frappée en plein cœur, de face. Seule rescapée de la fusillade, sa petite sœur, Céleste, 8 ans, parvient à se réfugier chez des voisins. Ils alertent la gendarmerie. Le tireur présumé, Dirk Kratz, un retraité néerlandais de 71 ans, n'est autre que le voisin des Thornton. Il vit dans cette maison, juste derrière la haie. Alerté par les gyrophares, Hervé sort de chez lui. Au sol, il aperçoit Rachel et sa fille aînée, Solène. Donc les corps étaient là. Enfin, moi j'ai vu les deux, l'une contre l'autre, et puis ils bougeaient pas. Ils étaient allongés là. Donc c'est tout. Donc après, ils bougeaient pas, donc on ne savait pas s'ils étaient morts ou pas. C'est là que les gendarmes nous ont dit de partir. Dirk Kratz est retranché chez lui avec sa femme. Le GIGN est envoyé en renfort. Au bout d'1 heure de négociation, le couple se rend. Marguerite Bleuzen, maire de la commune, va sur le lieu du drame. À son arrivée, les parents sont évacués en urgence vers l'hôpital, mais pour Solène, il est déjà trop tard. La première chose que je vois sur place, c'est un corps par terre, recouvert d'une couverture de survie. Et là, voilà, c'est comme on venait de me dire que c'était une enfant. J'ai une petite fille, moi, de cet âge-là, et ouais, moi, ça m'a choquée. Elle assiste à l'interpellation du tireur présumé, Dirk Kratz, et de sa femme, Marlène Van Hoof. Ils avaient une façon de marcher, je fonce droit devant, puisqu'on m'a dit d'y aller, ni regarder à droite, ni à gauche, sans le regard vide. Moi, j'avais mon seul regard sur la petite par terre. Il l'a vu en montant, c'est pas possible qu'il n'a pas vu le corps par terre. Mais bon, voilà, je pense qu'il est monté, j'avais envie de le prendre et de dire, regarde ce que t'as fait, quoi. Une querelle de voisinage qui a viré au cauchemar. L'histoire d'un conflit d'abord larvé, qui s'est envenimé 4 années durant. Dirk Kratz a été tour à tour photographe, berger et employé dans un centre d'accueil aux personnes handicapées en Belgique. En 2015, il s'installe avec sa compagne, Marlène Van Hoof, dans cette ancienne école pour la retraite. Le couple y vit quasiment reclus, sans aucune relation amicale connue. 2 ombres que Marie-Céline croise rarement dans le hameau. Lui, je l'ai vu 2 fois. Une fois avec Marlène
Je voyais qu'ils étaient très discrets. Je savais qu'ils n'avaient pas envie de se mêler à tout le monde, quoi. Ça, c'est la personnalité de chacun, hein. Marlène m'avait dit, si on est venu là, c'est pour être tranquille. 4 ans plus tard, les Thornton achètent la propriété voisine des Néerlandais, une ancienne scierie. Rachel parle parfaitement français. Elle trouve un emploi d'aide à domicile pendant qu'Adrian, lui, restaure la bâtisse et s'occupe de ses 2 filles après l'école. Thornton, Rachel, Adrien, Solène et Céleste, très gentils, charmants, toujours prêts à aider. Oui, on s'entendait bien. Les 4, ils sont arrivés là en voiture. Ils ont dit nous sommes vos nouveaux voisins anglais. On a acheté là. Leur projet, c'était faire une maison de dot pour faire des chambres de dot pour les Anglais, quoi. Comme c'était une ancienne scierie où ils étaient, là, où ils habitaient, il a travaillé durement pour nettoyer le terrain. C'était une friche industrielle, quoi. Adrian mène seul les travaux dans la maison et sur la propriété. Tous les jours, il s'affaire pour accueillir au plus vite les premiers touristes. Il nettoie sans relâche le terrain envahi par la végétation et démolit les anciennes dépendances. Il y avait un bâtiment là, il y avait des tas de ronces, des arbustes. Il a tout défriché, il a tout mis tout seul à la main avec son petit tracteur. C'était un bosseur, hein? Ah oui, du matin au soir. Ça fait du bruit. La débroussailleuse, ça fait du bruit, quoi. Et avec son tracteur aussi. Au bout d'un an de travaux, les premières frictions apparaissent entre les 2 couples. Les Rats ne supportent plus les nuisances et la vue désormais dégagée sur leur maison. Ils demandent à la mairie d'intervenir. C'est Madame Ratz qui est venue se plaindre que c'est pas possible, il faisait du bruit, il y avait toujours des engins. Et du coup, j'ai 2 de mes adjoints qui sont allés sur place. On a joué un petit peu notre rôle de conciliateur, essayer de voir comment c'était possible de s'arranger. Les 2 femmes, on les a eues, mais pas les 2 messieurs. Je pense qu'ils voulaient pas se reparler, hein. Et pendant cette tentative de médiation, alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun problème, oui, on va essayer. Je sais que mon adjoint a dû lui dire c'est des noisetiers dans un an, ouais, voilà, ça aurait repoussé, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas l'empêcher de tailler sa haie ou de couper ses arbres, on ne peut pas. Maintenant, ils étaient d'accord, les femmes, il n'y avait aucun problème. Mais les hommes, c'était pas possible. Le conflit à bas bruit monte peu à peu en intensité. Jusqu'au premier incident grave, il y a un peu moins de 2 ans. Adrian veut abattre ce vieux chêne à la limite de la propriété des Néerlandais. Il l'attaque à la tronçonneuse. Mais c'est l'arbre de trop pour ses voisins, qui auraient alors basculé dans la violence. Oui, il m'a dit que c'était elle qui avait menacé avec une carabine et qui a tiré en l'air. La femme de Monsieur Ratz. Oui. Je lui ai dit faire attention, elle va prévenir la gendarmerie et il n'a pas fait, quoi. Ils ont plus de 70 ans, ils viennent là pour être tranquilles, calmes. Il y a du bruit toute la journée. J'ai toujours dit avec mon copain, un jour, ça va mal finir. L'impensable finit par se produire samedi dernier. Pendant la journée, Adrian taille la haie mitoyenne à la propriété des Rats, puis s'installe avec sa famille sous le chêne. Peu avant la tombée de la nuit, les rires des enfants s'interrompent brusquement. Nous, on était devant la télévision, avec mon copain, on discutait. Et puis, d'un coup, je lui ai dit « Tu n'entends pas des cris ?» Alors, il baisse le son de la télévision, et puis, en effet, on entendait des cris. Et puis, d'un coup, plus rien. Et donc, on est venu ici, sur la terrasse. Et puis, on a entendu 4 fois clac, 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 clac. On a pensé que c'était des branches, comme un bruit de branches qui craquent, quoi. Mais plusieurs fois d'affilée, quoi. Et c'est après, quand on a su qu'ils se sont fait fusiller, que c'était ce bruit-là qu'on avait entendu, quoi, de rechargement, quoi. En garde à vue, Dirk Ratz et Marlène Van Hoof sont tous les 2 testés positifs à l'alcool et au cannabis. Dirk Ratz
aurait alors expliqué ne pas avoir visé précisément l'enfant. Hervé, ancien militaire de 83 ans, ne décolère pas. Ah, il l'a retiré de là. Alors vous voyez la distance. Hein? Ah oui. Il a dit qu'il n'avait pas visé la fille. Vous y croyez, vous? Oh non. Alors, attendez. Il faut tirer au 22 de là sans viser la fille et la tuer. Il y a une nuance quand même. Hein. Selon son avocate, Dirk Ratz regrette les conséquences de son acte, dont la motivation et les circonstances exactes restent à déterminer. L'homme, sans antécédent judiciaire, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Marlène Van Hoof, sa compagne, a été placée sous le statut de témoin assisté. Laissée libre, elle aurait quitté la région à bord de leur véhicule. Une semaine après les faits, Adriane est toujours hospitalisée à Brest, dans un état grave. Son épouse, Rachel, est désormais hors de danger. Quant à Céleste, 8 ans, seul membre de la famille à ne pas avoir été touchée, elle passe ses journées dans le service pédiatrique de cet autre hôpital. T'as pas froid là? Non, T'as les jambes qui flageolent. Impeccable. Ah, ça va? T'as pas trop de vent? À 73 ans, Ah, papa. Gilles Tourny souffre d'une maladie neurodégénérative. Les oiseaux, ça chante là. C'est soutenu par sa femme, Simone, et leurs 2 filles, qu'il parvient encore à profiter tous les jours de son endroit préféré, son jardin. Coucou. Tu les écoutes? Ah, papa. Tu les écoutes? Coucou. T'aimes bien faire ton petit tour dehors? Oh oui. Ça te fait du bien de prendre un peu l'air. Tu vois, il était tout le temps dehors. Bah oui. Depuis 6 ans, l'homme est mis en examen pour l'assassinat de son voisin. Gilles Tourny a toujours clamé son innocence et d'autres suspects potentiels pourraient avoir été écartés trop rapidement. J'espère vraiment que ça soit reconnu. La vérité. Peut-être froid. Ça peut pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, qu'ils puissent s'en rendre compte. Voilà. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ils méritent pas ça. On remonte? Ouais, c'est pas... Allez, on y va. Tout a commencé le 25 mars 2016, quand Fernand Mourao, 60 ans, est découvert mort chez lui. La veille, il avait rendu visite à Gilles et Simone. Les 2 familles vivaient l'une à côté de l'autre depuis 40 ans, à Châteaumeillan, une petite ville du Cher, et étaient devenues amies. Simone se souvient que quelques heures avant sa mort, Fernand ne semblait pas préoccupé. Il est venu boire le café, comme souvent avec Gilou, il se parlait à la barrière, puis après d'un seul coup il lui disait tu veux venir boire un petit café ou un truc. Et donc il était assis là. Et donc c'est vrai qu'il il nous a bien parlé. Moi je revois tout ce qui, je le revois et je me rappelle tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a dit. Fernand était là et puis mon mari était là. Selon Simone, Gilles et Fernand conviennent de se revoir pour bricoler ensemble. Mais le lendemain matin, Fernand ne vient pas. Eh bien mon mari il revient, il me dit Fernand n'est pas là. Et alors il dit il est peut-être parti à Paris parce que de toute façon il n'y a pas la voiture. Mon mari s'est pas inquiété de plus, il pouvait dire qu'il venait puis qu'il venait pas, c'était pas grave ça. Le jour suivant, toujours pas de traces de Fernand. D'ordinaire, il rend visite tous les matins à sa sœur Adélia. Inquiète, elle décide de se rendre chez lui, accompagnée de sa sœur cadette. On est rentré dans la cour, on a été faire demi-tour derrière. Effectivement, on a vu que c'était tout fermé. C'est moi qui lui ai dit, écoute, appelle Gilles à côté. Et effectivement, elle l'a appelé, il est venu tout de suite. Il a été directement à la porte, il a frappé et il est ressorti pas longtemps après. Il a fait des mains, venez pas, venez pas, venez pas. Il y a du sang partout.
Et où j'ai vraiment compris que c'était fini, c'est quand les pompiers sont arrivés, qu'ils allaient descendre le brancard et que les gendarmes ici ont dit non. Et là, j'ai su que c'était fini. Fernand Mourao gît à terre, dans son salon, dans une mare de sang séché. Il a 2 balles dans la tête. 2 autres balles ont été tirées depuis l'extérieur, à travers cette porte-fenêtre. Une véritable exécution. Adélia et sa jeune sœur, Marie-France, sont alors persuadées de savoir qui sont les assassins. Marie-France, elle a été sur la route, elle s'est mise à crier. Ils nous l'ont tué, ils nous l'ont tué. Les manouches l'ont tué, pas lui, ils l'ont tué. Les 2 sœurs désignent aux enquêteurs un couple issu de la communauté des gens du voyage, les seules personnes qui, selon elles, avaient un intérêt à éliminer leur frère. Éric S. et Sabrina N. Éric était un collègue de travail de Fernand dans une entreprise de BTP et était devenu un ami. Mais en 2010, en secret, Fernand Mourao, divorcé de longue date, noue une relation amoureuse avec sa compagne Sabrina. 1 an plus tard, la jeune femme donne naissance à un garçon et, sans rien dire à son compagnon, confie à Fernand qu'il en est le père. Pendant 3 ans, le retraité s'occupe de l'enfant régulièrement. Il venait là avec l'enfant, c'était tout à fait normal. Voilà, c'était, comment vous dire, c'était quelque chose, c'était son fils, le petit l'appelait papa. Il l'emmenait, vous voyez, comme il avait un tracteur, il montait son tracteur, et puis il était gaga, comme on dirait, gaga devant ce gosse. Il en était red fou, quoi. En 2014, la jeune femme décide de révéler la vérité à son mari. Jean-Baptiste était à l'époque le meilleur ami de Fernand. Là, monsieur apprend qu'il n'est pas le père légitime du petit garçon. C'est ce jour-là, d'ailleurs, où il pète un peu un câble, où verbalement, il lui annonce qu'il va lui mettre un coup de fusil. Et qu'est-ce que Fernand lui a répondu? Viens, je t'attends. Il avait l'air de prendre ça au sérieux? Fernand, non, pas du tout. Il craignait pas Éric et il m'avait dit, de toute façon, il le fera pas. Le couple coupe tout contact avec Fernand Mourao. Le retraité ne peut plus voir son fils. Il engage une avocate, maître Sylvie Rouault, et entame des démarches pour obtenir une garde partagée. Il emmène 2 photos de l'enfant. La ressemblance, elle est assez frappante. Bon, c'est une procédure qui n'aurait pu que avoir une issue favorable pour le client. Le juge était obligé de désigner un expert pour une analyse biologique. On aurait annulé la reconnaissance de paternité de monsieur qui devenait reconnaissance mensongère. Donc on l'aurait annulé. Sur l'acte de naissance, on aurait dit que le père de l'enfant est monsieur Mourao. L'avocate assigne le couple le 15 février 2016. 1 mois plus tard, Fernand Mourao est abattu. Je revois encore ma secrétaire rentrer dans mon bureau et me dire « Monsieur Mourao a été tué ». Ma réaction immédiate vis-à-vis de ma secrétaire, c'est de dire « C'est lié à notre dossier. C'est à cause de notre assignation ». Quelques jours après l'assassinat, les gendarmes de Bourges placent le couple en garde à vue. Tous 2 affirment que le soir des faits, ils étaient chez eux, dans cette maison située à 25 minutes de route du lieu du crime. Des prélèvements révèlent d'infimes traces de poudre sur la main de Sabrina et sur le jean d'Éric. Mais ils avancent une explication. Éric raconte que 2 jours plus tôt, il a tiré avec son fusil de chasse sur un renard qui rôdait dans leur jardin. Après 48 heures de garde à vue, ils sont relâchés sans charge. Pendant plusieurs mois, l'enquête patine. Elle va basculer en juin 2016, quand une femme appelle la gendarmerie. Elle a des révélations à faire sur Gilles et Simone Tourny, les voisins et amis. Elle raconte qu'il y a 30 ans, Gilles a couché avec la femme de Fernand et qu'à l'époque, pour se venger,
Fernand a une relation avec la femme de Gilles, Simone. Placée sur écoute, Simone confesse à sa fille qu'elle a peur d'être soupçonnée à cause de cette vieille histoire de tromperie. Et que Gilles possède des armes du même calibre que celui qui a tué leur voisin. Le 8 février 2017, Gilles Tourny est mis en examen pour assassinat et placé en détention. À l'époque, nous avions rencontré Simone Tourny, qui affirmait alors que son mari n'avait aucune raison de s'en prendre à Fernand. C'est une erreur de jeunesse. Hein. Bon, mon mari avait fauté, voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est pas mieux, puisque j'ai voulu... j'ai fait la même chose, quoi, je veux dire. Mais c'est quelque chose qui n'a pas duré, qui n'a pas séparé notre couple. On a surmonté tout ça. Voilà. Il n'en a pas voulu à Fernand. Enfin, ça, peut-être sur le coup, peut-être qu'il y a eu un petit froid, voilà, mais certainement. Hein. Selon Simone, elle et son mari étaient malgré tout restés profondément amoureux. Vous pouvez regarder la date, il est de 2009. Les 1001 mots doux de Saint-Valentin. Vivre avec toi, c'est vivre le bonheur. Merci d'avoir cru en moi, toi, ma Valentine, pour toujours. Je t'aime, Gilles. Ça, c'est à Saint-Valentin en 2015, il y a la date dessus. Ça, c'est à Saint-Valentin en 2016, pour nos 40 ans. La maison des Tourny est perquisitionnée. Plusieurs armes sont découvertes. Peut-être tiroir et peut-être là. Mais pas l'arme du crime. Il n'y a aucune preuve matérielle contre Gilles Tourny. Après 4 mois de détention, il est remis en liberté. Il était alors en bonne santé et répétait qu'il était innocent. Je vous garantis, c'est pas moi qui ai fait ça. Et je voudrais bien qu'il trouve qui que c'est. Ça soulagerait sûrement beaucoup de monde et puis ça ferait du bien à tout le monde. Est-il sincère? Dans cette petite ville de 2000 habitants, 2 camps se forment. Les pour et les anti-Gilles Tourny. Marie-France est la sœur cadette de Fernand. Elle découvre à l'époque certaines écoutes téléphoniques de Simone Tourny. Celle-ci aurait notamment sous-entendu que Fernand cherchait toujours à flirter avec elle. Lors d'une conversation téléphonique qu'elle a avec sa fille, une de ses filles, la Tourny dit qu'elle est plus tranquille et soulagée depuis que mon frère est plus là. Comment on peut dire des choses horribles comme ça? Et puis elle se met à rire. Donc là, on ne comprend plus. Là. On a dit, mais qu'est-ce que mon frère a pu lui faire pour qu'elle dise des choses horribles comme ça? Enfin, voilà. Et puis, à la fin de sa garde à vue, elle dit aux enquêteurs, ben oui, avec tout ce que vous me dites, je commence à avoir des doutes. Mais comment peut-on douter de son mari, sachant qu'il a passé la soirée avec elle? Donc là, on se dit, bah ouais, c'est peut-être lui. Mais à Châteaumeillan, de nombreux habitants ne croient pas à la culpabilité de Gilles Tourny. Parmi eux, Hervé, un autre voisin et ami de Gilles et Fernand, Là, c'était là. qui les a vus ensemble 2 jours avant le meurtre. Moi, je me suis arrêté ici avec le camion. Je venais juste de m'installer à mon compte. Et ils étaient en train de discuter tous les deux, à peu près au niveau du pignon de la maison. Comme je partais travailler, je me suis arrêté leur dire bonjour. Et ils m'ont dit d'aller bosser pour gagner leur retraite. Je suis reparti. C'était ça, c'était régulier. Hein. Vous avez jamais observé de tension entre eux? Ah non. Ah non, non, absolument pas. Ah non, 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 jamais. Les enquêteurs pensent que si Gilles n'avait pas commis le crime, il aurait forcément dû entendre des coups de feu ce soir-là. Pourtant, il jure n'avoir rien entendu. Et selon Hervé, c'est tout à fait possible, comme il a pu le constater le jour de la reconstitution. Ils ont fait des essais de tir, extérieur et intérieur. J'ai été très surpris. Il n'y a que dans notre chambre, télé éteinte, où on entendait un petit, comme un pétard, mais à l'extérieur. D'autres habitants créent un comité de soutien qui dénonce une erreur et un acharnement judiciaire contre les Tourny.
Les deux filles du couple, Nelly et Valérie, pointent du doigt le gendarme qui dirige alors l'enquête. Les deux femmes l'accusent d'avoir voulu tout interpréter dans le sens de la culpabilité de leur père. Il a beaucoup insisté sur les écoutes, où il voulait me faire dire que j'avais dit ça avec maman et j'ai pas voulu signer puisque je n'ai pas entendu l'écoute et que je n'ai pas lu la phrase non plus, je n'ai lu que des morceaux de phrases. Moi je sais que c'est avec moi que ma mère a eu cette conversation, elle n'a jamais rigolé au téléphone de la mort de Fernand et elle n'a jamais dit qu'elle était soulagée de la mort de Fernand. Ça a été du harcèlement et de la pression psychologique pour essayer de faire dire des choses peut-être qui étaient des choses fausses, que maman, c'est vrai qu'elle a dit à un moment « Arrêtez, vous allez me faire douter ». Mais elle ne l'a pas dit dans le sens qu'elle doutait de papa, parce qu'elle n'a jamais douté de lui. Mais quand on vous dit, on vous répète les choses, des fois on n'a peut-être pas forcément non plus les bons mots pour dire « Stop, arrêtez là, parce que j'en peux plus ». Leur avocat, Sylvain Cormier, souligne l'absurdité de la vingtaine d'éléments à charge retenus contre son client. Le point numéro 1, Gilles Tourny n'a pas porté assistance à la victime lorsqu'il a découvert le corps. Donc on a un cadavre avec 2 balles dans la tête. Il aurait fallu que Gilles Tourny fasse, je ne sais pas quoi, massage cardiaque ou bouche à bouche, pour que ce ne soit pas suspect aux yeux de l'enquêteur. Alors le 5, c'est toujours n'a pas. Il n'a pas sorti les chiens sur la route, mais uniquement dans sa cour. On vous dit, voilà, est-ce que vous avez promené les chiens? Je ne me rappelle plus trop. Il faut se rappeler, monsieur, c'est très important. C'était il y a 18 mois, machin. Bon. Et alors, vous les avez sortis ou pas? Non, je ne crois pas que je les ai sortis. Peut-être dans la cour. Ah, que dans la cour? D'habitude, vous les promenez autour de la maison. Ouais, mais là, que dans la cour. Pourquoi, monsieur? C'est très bizarre, ça. Voilà, donc ça, c'est un élément de grave suspicion. Donc, 12, Gilles Tourny aurait pu avoir possédé une arme de poing non retrouvée. Moi aussi, vous aussi, n'importe qui. Il n'a pas d'arme, mais peut-être qu'il aurait pu en avoir une. Mais c'est érigé en indice. On dit c'est un indice. Il aurait pu en avoir une, oui. Voilà comment on peut résumer les 21 points de démonstration qui sont détaillés sur près de 30 pages. Hein. Chercher un indice grave ou concordant là-dedans, il n'y en a pas un. L'avocat demande l'annulation de la mise en examen, en vain. Début 2019, la juge veut clore l'instruction et renvoyer Gilles Tourny devant une cour d'assises. Mais 2 nouveaux éléments vont une seconde fois orienter les soupçons vers Sabrina et Éric, le couple placé en garde à vue au tout début de l'enquête. Persuadée que l'instruction a été bâclée, la sœur de Fernand Mourao, Adélia, engage pour 6 000 € un expert en analyse ADN pour relire le dossier. Il s'avère que le mélange d'ADN caractérisé à partir... Cet expert relève qu'un ADN très similaire à ceux d'Éric et Sabrina a été retrouvé à l'intérieur du domicile de Fernand Mourao. Donc vous avez le même ADN sur la poignée de porte de mon frère intérieur, le même ADN que sur la poignée de porte de leur véhicule côté conducteur. Cet ADN est ensuite identifié comme celui de la fille aînée du couple, âgée de 9 ans à l'époque. Cette découverte est capitale, car Éric S. et Sabrina N. déclarent n'être jamais retournés chez Fernand depuis 2014, 2 ans avant sa mort. Auraient-ils menti? Se seraient-ils rendus avec leurs enfants chez Fernand juste avant sa mort? Les sœurs de Fernand en sont convaincues. Surtout depuis que Marie-France a découvert, en 2020, des photos de la scène de crime qui laissent penser que le fils illégitime de Fernand était chez lui le jour de sa mort. Sur une photo, il y a 2 ballons. 2 ballons qui appartenaient au fils à mon frère. Sur la table de salon, il y avait un vieux téléphone. C'est quand il avait son petit, il lui donnait pour qu'il joue. Il y avait dans la cuisine du chocolat, mon frère en mangeait jamais. Et il y avait une bouteille de sirop. Le mardi soir, je suis allée chez mon frère. Et la maison était rangée, c'est moi qui faisais le ménage, donc je savais comment c'était. Et il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de téléphone, tout était rangé, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de sirop. Donc pour moi, j'en suis certaine, il a vu son fils le mercredi après-midi. Fernand Mourao aurait, selon toute vraisemblance, été tué quelques heures plus tard. Éric S. et Sabrina N. n'ont jamais été réinterrogés à ce sujet.
Ils vivent toujours à 25 minutes de Châteaumeillan, avec leurs 4 enfants. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi l'ADN de votre fille, il est chez Monsieur Mourao. Je comprends pas. Moi non plus, parce que il y avait longtemps que j'y causais plus. Vous avez pas du tout été chez lui? Non. D'accord. Ah non. Vous aviez des raisons de lui en vouloir? Au départ, oui. Je l'ai menacé un coup. J'ai dit, si je serais devant moi, j'y mettrais même un coup de fusil. J'ai dit, je vous le dis. Comme si je vous le dis là. Mais c'est sur la colère. Mais tous les deux, cette histoire de procédure vis-à-vis de votre fils, ça devait vous bouleverser quand même. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était fait, c'était fait. Hein. Mon fils d'11 ans, c'est comme si c'était mon fils. Alors je m'en branle royal. Ça commence à me saouler, c'est comme rien. Ça serait moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Hein. 7 ans se sont écoulés depuis le meurtre. 5 juges d'instruction se sont succédés. Et Gilles Tourny n'est plus en état de se défendre. Pour ses médecins, la progression rapide de sa maladie est la conséquence du choc psychologique lié à sa mise en cause et à son incarcération. On essaye de remarcher un petit peu dehors? Hein? Oui. Oui. Hein? Ça te ferait plaisir? Oui. L'homme qu'on a connu 7 février 2017 avant l'arrestation et l'homme qui est là aujourd'hui, ça fait que 6 ans, mais ils l'ont détruit. Il est détruit. Voilà. On sait qu'il souffre, même s'il ne l'exprime pas, parce qu'il a des moments, des mots, des regards, des larmes qui coulent, et on se retient. Vous pensez que les jours de votre père, ils sont comptés aujourd'hui? On va pas se mentir. On est toutes les deux dans le médical, donc on a compris. Hein. On a compris, donc ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être... on sait que ça peut être... voilà. Il y a des fois, on ne peut même pas le lever. Simone Tourny réclame aujourd'hui à la justice, en urgence, la démise en examen de son mari. Surtout qu'on reconnaisse que ce n'est l'erreur qui a été faite sur mon mari, pour qu'il retrouve son honneur, pour qu'on retrouve notre honneur. Et je ne veux pas qu'il parte sans savoir qu'on sait que c'est pas lui. Et je veux aussi la vérité. Je veux pouvoir lui dire, je ne fais pas assis comprendra tout, mais je lui ferai comprendre. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'il meure? Peut-être non. C'est ça? Ça va? Oui. Ouais. Si Gilles Tourny venait à décéder, le risque serait alors que la justice décide de clore l'enquête sur la mort de Fernand Mourao. J'étais en colère et aussi en même temps j'avais peur. Ils m'ont dit que c'est moi qui avais tué le voisin avec ma mère. Après, ils ont dit que c'était moi qui l'avais tué parce que ce jour-là, j'étais pas en cours. À 13 ans, celle que nous appellerons Nina a été placée en garde à vue le 1er janvier dernier. Tout comme son grand frère de 16 ans, que nous prénommerons Clément. Ils m'ont gardé en garde à vue pendant 2 jours avec des menottes. Toi aussi, ils t'ont accusé? Oui, ils ont dit que vu que j'étais sportif, j'avais le profil pour l'avoir tué. Les enfants ont été remis en liberté, mais leur mère, Laetitia, âgée de 38 ans, a été mise en examen pour meurtre et écrouée. Elle est accusée d'avoir tué leur voisin, Jean-Louis Tétard, 81 ans. Mais elle parle de légitime défense. Jean-Louis habitait Négronde en Dordogne, un village de 850 âmes. Il s'y est installé il y a plus de 30 ans avec son épouse, Francine, et la fille de cette dernière, Elvire, née d'une première union. Ancien affûteur, ce retraité au caractère bien trempé était passionné de randonnée et fréquentait assidûment un groupe de danse folklorique. C'est des bons souvenirs quand on est dehors, c'est vrai. Annie est l'ancienne présidente du groupe. Avec Maryse, elle se souvient d'un homme généreux, attentionné et serviable, avec qui elle a dansé pendant plus de 25 ans dans les fêtes de village. Là aussi, il a laissé pas mal.
Jean-Louis, c'était quelqu'un qui, quand ça n'allait pas, il le disait, il était franc, c'était direct, on en discutait. Il boudait un peu, hein, ça c'est clair, il boudait un peu, mais la répétition d'après, c'était terminé. C'était revenu Jean-Louis qui veut danser et qui veut apprendre. Et le premier sur la piste, c'était lui, suivi de son épouse. Ils nous ont toujours dit, d'ailleurs, que le groupe folklorique, c'était leur deuxième famille. Fin 2020, Francine, la femme de Jean-Louis, meurt brutalement. Il ne parvient pas à faire son deuil et devient de plus en plus taciturne. Il s'isole. Ses principales occupations, arroser ses plantes, balayer devant sa porte et nourrir son chat. Pourtant, en octobre dernier, Jean-Louis disparaît du jour au lendemain. Il n'a prévenu personne. Seule sa voisine Laetitia semble être au courant. Elle habite la maison mitoyenne. Aux autres voisins qui s'étonnent de son départ soudain, elle explique que Jean-Louis avait besoin de prendre l'air, qu'il lui aurait même confié les clés de chez lui pour nourrir le chat. Alors personne ne s'inquiète. Bonjour. Bonjour monsieur. Pas même Georges, un ami de Jean-Louis depuis 3 ans. Avec sa femme Claudine, ils vivent dans l'appartement attenant à la maison du retraité et partagent la même porte d'entrée. C'est loin. C'était plus qu'un ami parce qu'il disait à Georges, c'est le fils que je n'ai jamais eu. Mais il y avait des jours où ça n'allait pas. Alors il s'en prenait un peu à tout le monde, mais tu lui en veux pas parce que tu te dis, bon, on sait pourquoi il a un chagrin, il n'arrive pas à surmonter la mort de sa femme. Moi, je ne me suis pas inquiétée. Moi, je me suis dit, il est parti. Il est parti en voyage. Même s'il n'a rien dit, j'ai dit c'est qu'il en avait besoin. 1 mois passe, Jean-Louis ne donne toujours pas signe de vie. Sauf à Laetitia, qui l'aurait appelé une fois, dit-elle, en numéro masqué. Mais les médecins de Jean-Louis, qui le suivent pour des problèmes cardiaques, s'inquiètent et se tournent vers la mère du village, Françoise de Carpentry. A priori, il n'aurait pas honoré un rendez-vous. Alors, le cardiologue s'est mis en relation avec le médecin traitant, donc, qui a demandé à ce qu'on ouvre la maison de M. Tétard pour voir éventuellement s'il n'était pas inanimé par terre. Donc, mon adjointe, le médecin et la personne qui avait les clés sont rentrés dans la maison. Et bien sûr, il n'y avait personne. Georges commence lui aussi à s'inquiéter. D'autant qu'il remarque des allées-venues étranges devant chez lui. Laetitia, l'autre voisine, s'introduit toujours de nuit chez Jean-Louis. Mais très... doucement. Comme un voleur dans la nuit. Et le 24 heures, elle a passé avec son frigo. Le frigo mais de Jean-Louis. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Je dis, hein, qu'est-ce qu'elle doit faire avec le frigo? Parce que... On ne sort pas avec un frigo de quelqu'un quand tu dois garder le chat. Tu vois, elle a commencé à sortir chaque fois de plus en plus. Des sacs lourds qu'elle pendait comme ça. Quand je l'ai vu avec le frigo, là, ça c'est plus normal, je vais dire. Tout va bien, Jean-Louis, parce que il y a des gens qui vont et viennent ici que je ne connais pas. Et j'ai jamais eu de réponse. Le 27 décembre, Elvire, la belle-fille de Jean-Louis, signale sa disparition aux gendarmes, qui ouvrent une enquête. Eux aussi sont intrigués par cette voisine. En plus de ses visites nocturnes chez Jean-Louis, elle aurait utilisé son téléphone portable et sa carte bancaire. Laetitia est mère de 3 enfants issus d'un premier mariage. Elle s'est installée à Négronde avec les 2 plus jeunes il y a 1 an et demi. Elle a refait sa vie avec un nouveau compagnon qui vit dans une autre maison du village. Après 10 ans dans la sécurité, elle travaille désormais dans cette entreprise de production de palettes à la sortie de Négronde. Laetitia mène une vie tranquille malgré des fins de mois difficiles. Selon ses enfants, elle fait occasionnellement des heures supplémentaires de ménage à l'usine pour s'en sortir. Il va arriver qu'elle n'arrive pas
à joindre les bouts de moi, mais... Mais elle se débrouillait tout le temps à finir le mois. Des fois, elle mangeait pas, elle, ou des fois, on prenait des trucs, mais moins chers. Pourtant, depuis la disparition de Jean-Louis, elle semble vivre plus confortablement. Elle dépense plus qu'à son habitude dans ce magasin et circule dans une nouvelle voiture. Le 1er janvier dernier, les gendarmes se présentent à son domicile. Le jour de la venue des gendarmes, on était partis faire une balade à vélo avec mon beau-père, ma mère et moi. Quand on est arrivé à la maison, il y avait beaucoup de gendarmes. Il y en avait bien plus d'une vingtaine. Il y en avait beaucoup dans la maison, des voitures garées de partout. Moi et ma sœur, on n'a pas eu le droit de rentrer dans la maison. Et du coup, ma mère est descendue pour aller faire la perquise avec eux. À l'intérieur, les gendarmes cherchent des indices pour retrouver le retraité. Ils découvrent alors un balai taché de sang et à la cave, caché dans une citerne vide, le corps de Jean-Louis Tétart. Ils ont retrouvé le cadavre du voisin et du coup on a été placés en garde à vue et du coup après on a été auditionnés. Il ne me laissait pas le temps de réfléchir, il fallait que je sorte les réponses vite pour pas avoir le temps de m'inventer une raison. Très vite, la mère des adolescents avoue. Selon ses déclarations, c'était le 17 octobre, 2 mois et demi plus tôt. Laetitia explique qu'elle était seule chez elle lorsque Jean-Louis est passé la voir. Il leur arrivait de se rendre service ou de prendre un café ensemble. Mais ce jour-là, elle affirme qu'il l'aurait agressée sexuellement et qu'elle se serait débattue. Elle l'aurait saisi à la gorge et repoussé. Le vieil homme, déséquilibré, serait tombé en arrière, la tête contre un meuble. Dans la panique, elle aurait alors caché le corps à la cave et n'aurait rien dit à personne. Après ses aveux, ses enfants, ainsi que son compagnon, sont remis en liberté. J'étais choquée et après en colère. Choquée qu'elle a tué et en colère qu'elle n'a pas appelé les secours et qu'elle a mis dans la cave. C'est vrai que venant de ma mère, je pensais que c'était pas possible. C'était une maman attentionnée, elle était tout le temps là pour donner service à tout le monde. C'était une gentille personne. Les adolescents, qui n'allaient jamais à la cave, jurent n'avoir pas remarqué qu'un corps se trouvait dans la maison. Une fois, quand j'étais rentré, il y avait eu des mouches pendant 3 ou 4 jours. Mais les policiers nous ont dit qu'elle avait fait en sorte que ça ne sente pas en siliconant la porte de la cave et en installant des distributeurs de sambon automatiques. Dans le village, c'est la sidération. Jean-Louis, 81 ans, accusé d'agression sexuelle. Ses amis n'y croient pas une seule seconde. Connaissant Jean-Louis pour avoir dansé avec lui au groupe folklorique, ça je peux jurer que jamais il n'a eu un geste déplacé envers Picot. Ah, jamais, non, jamais. Non. Parce que nous, on l'a connu, c'était pas Jean-Louis. Du coup, quand vous avez entendu cette ligne de défense, est-ce que ça vous a paru crédible? On a été choqués. Moi, j'ai été choquée. Voilà, c'est ça. Sans témoin, il n'y a qu'une version, celle de Laetitia. Cette dernière devra aussi expliquer pourquoi elle a utilisé la carte bleue de Jean-Louis, sa voiture, et volé de nombreux objets. Les alliances du couple, un ordinateur portable, un vélo d'appartement ou encore une remorque. Avec un aplomb qui désarçonne tout le monde. Tu ne pouvais rien voir. C'était un coup de théâtre, tu ne peux pas t'imaginer. Elle a... Froide. Ouais, froide, hein. Mais comme ça, tout froide. Or qu'elle savait qu'il était déjà pendant je ne sais pas combien de temps dans sa cave. C'est ça qu'on trouve. Il ne faut pas avoir de cœur pour faire des choses comme ça. Il faut être quelqu'un de froid.
C'est quand même incroyable que les gens peuvent faire des choses comme ça. Aujourd'hui, les 2 plus jeunes enfants de Laetitia vivent avec leur père, qui en a récupéré la garde. Lui croit la version de la légitime défense avancée par son ex-femme. On est restés 17 ans ensemble, donc c'est pas petit. Elle était colérique aussi un peu, mais je veux dire, c'était pas non plus en arriver quand même à des points comme ça. Par contre, se défendre, oui, jamais elle allait se faire agresser ou un truc comme ça, elle pouvait se défendre. Et est-ce que vous comprenez ce qui a pu se passer pour qu'elle prenne la décision de cacher un corps plutôt que d'appeler les secours? Je pense que la panique. Qu'elle a paniqué? Sûrement la panique, plus sur la panique quand même. L'autopsie a confirmé que la blessure à la tête est bien compatible avec une chute accidentelle. L'instruction, qui vient tout juste de débuter, devra déterminer s'il y a ou non légitime défense. Laetitia a été placée en détention provisoire. Son avocate, qui n'a pas souhaité s'exprimer, rappelle qu'elle reste présumée innocente. C'est une chambre d'adolescente où tout est intact. Au mur, les idoles d'Angélique et d'Anaïs, sa grande sœur. Elles avaient 8 ans d'écart, mais ont toujours partagé la même chambre. Devenue un sanctuaire, depuis le meurtre d'Angélique, il y a 10 jours. J'arrive pas à dormir à côté d'un lit vide, non. C'est compliqué. Vous dormez où? Chez mon copain ou dans le canapé, mais j'essaie de trouver une solution. C'était encore une petite fille en fait, on voit, c'est vraiment une chambre de... Ouais. C'était un petit bébé. J'étais toujours derrière elle. Comme une deuxième maman? Ouais. Bah, elle avait toujours besoin de moi, donc j'étais là. Anaïs doit désormais apprendre à vivre avec cette insoutenable absence. Depuis que David Rameau, un ancien voisin de 45 ans, a avoué avoir violé et tué Angélique. Mercredi 25 avril, dans l'après-midi, l'adolescente quitte son immeuble. Elle laisse un mot à ses parents, les prévenant qu'elle va voir des copines. Je suis rentrée à 21h et ma mère elle m'a dit viens dehors, ta soeur elle est toujours pas rentrée. Donc on a fait le tour du quartier et on n'a rien vu. Mon père il a fait le tour de la ville, il a rien vu. On a dit dans le pire des cas elle va revenir du lendemain matin et on pensait pas du tout que c'était une fugue, hein, mais on a dit dans le pire des cas. On s'est vite inquiété parce que ça lui ressemblait pas. Dans ce quartier familial et tranquille, une centaine de voisins et amis organisent les premières recherches. Le père d'Angélique y prend part, ainsi qu'Anaïs. Ils ont alors encore espoir. Avec Tony ouais, mais on sépare un qui revient du côté de Montbrochy et l'autre qui remonte du côté du machin, du côté de la zone industrielle. Oui, un côté qui s'en irait par là et un côté qui s'en irait par l'autre côté. L'abattu ne donne rien. C'est finalement le témoignage d'un petit voisin de 10 ans qui va être déterminant. Nous l'appellerons Julien, ici en bleu. Le lendemain de la disparition de l'adolescente, sa mère le questionne. Je lui ai demandé s'il avait vu Angélique. Il m'a dit oui, maman, je l'ai vue, j'étais en train de jouer avec elle dans le parc. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, si elle était partie avec quelqu'un, si cette personne l'avait pris de force. Il m'a dit oui, maman, Angélique, elle est bien partie avec un monsieur. Il n'y aurait pas eu d'échange de paroles, il ne l'aurait pas pris par la main, il ne l'aurait pas forcé. Dès qu'elle l'a vu, elle est partie vers lui. Elle semblait le connaître. Elle semblait le connaître, oui. Ce témoignage donne un coup d'accélérateur à l'enquête. Les policiers font venir des chiens pisteurs qui, après avoir flairé des effets personnels d'Angélique, empruntent un itinéraire qui les fait passer devant cette maison.
En croisant cette piste avec le fichier des délinquants sexuels, les enquêteurs s'aperçoivent que son occupant, David Rameau, a déjà été condamné pour viol en 1996. Et c'est un homme que la famille d'Angélique connaît bien. Il habitait ici dans cet immeuble, donc on le voyait tous les jours. Il connaissait bien ma famille et Angélique. On n'avait aucune idée qu'il y avait des antécédents et que, voilà, on n'avait vraiment aucune idée. C'était un voisin, on se disait bonjour, au revoir, rien de plus, quoi. 3 jours après la disparition d'Angélique, au dépôt de bus où il est employé comme chauffeur, David Rameau est interpellé à 21h30. Placé en garde à vue à la police judiciaire de Lille, il passe aussitôt aux aveux. Il reconnaît avoir tué la jeune fille et s'être débarrassé du corps. Sur ses indications, Angélique est retrouvée à 1h30 du matin dans cette forêt, à 7 km de chez lui. David Rameau donne sa version des faits. Mercredi, c'est son jour de repos. Alors que sa famille est en vacances dans le sud, il se rend à Lille. Tout d'abord dans ce sex shop du centre-ville, dont il n'est pas un client habituel, pour acheter une boîte de comprimés comme celle-ci, un complément alimentaire censé accroître le désir sexuel. Puis il rentre chez lui, boit de la bière, prend les gélules achetées au sex shop à 2 reprises. Après une sieste, vers 16h30, il se rend au square où Angélique joue. Il dit avoir eu envie d'elle. Il prétexte un cadeau à donner à ses parents pour l'attirer chez lui, comme le détaille le procureur de Lille. Il en vient à lui poser des questions de plus en plus intimes. Elle cherche à partir face à ce genre de conversation. Et comme il l'en empêche, elle se met à crier. Il la maintient de force, au point qu'elle se cogne d'ailleurs dans la table du séjour. Il commence à la déshabiller et il l'emmène dans les toilettes et ferme la porte à clé. Il finit de la déshabiller. Comme elle tente à nouveau de s'enfuir et de se débattre, il lui donne une gifle. Puis il va lui imposer une fellation et des pénétrations digitales. Ensuite, il prend le pantalon de la jeune fille, qui lui passe autour du cou, et il l'étrangle. Il indique que lorsqu'elle a commencé à se débattre, il a compris qu'il fallait qu'elle la tue. Après le meurtre, David Rameau nettoie la maison, met le corps d'Angélique dans une valise, la place dans le coffre de sa voiture et va acheter une pelle dans ce magasin de jardinage. Vers 20h, il se rend dans ce bois isolé qu'il dit avoir choisi au hasard. Il tente de creuser un trou. N'y parvenant pas, il dissimule le corps dans des ronces. 3 jours plus tard, il se rend dans cette déchetterie. Sébastien était de service avec l'un de ses collègues. David Rameau aurait voulu jeter la valise ayant servi à transporter le corps dans ce conteneur qui permet de broyer les objets. Mais il ne marche pas ce jour-là. On a proposé de se diriger vers la même benne que là, mais c'est pas broyé en fait, ça reste à vue de tout le monde. David Rameau aurait finalement refusé de laisser sa valise dans cette benne. Elle n'a pas été retrouvée. Il aurait donc cherché à dissimuler son acte, mais selon son avocat, maître Éric Demey, face aux enquêteurs, il aurait immédiatement craqué. Il n'est pas dans le calcul, le mensonge, la dissimulation, essayer de voir quels sont les éléments qu'il y a contre lui pour savoir ce qu'il peut dire ou ne peut pas dire. Il livre tout de suite. Je pense qu'il cherche à comprendre comment il a pu en arriver là. Il me dit qu'il sait qu'il sera désormais seul pour le restant de ses jours. Voilà. Lundi soir, David Rameau a été mis en examen pour viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire dans cette maison d'arrêt près de Lille. Le lendemain, mardi 1er mai, une marche blanche est organisée à Vambrochy. 3000 personnes défilent dans cette ville de 10 000 habitants. Tous sont partagés entre tristesse et colère. Car David Rameau, entouré de ses 2 fils, donnait jusque-là l'image d'un époux
et d'un père de famille modèle. Karine, une voisine, est tombée des nues. Jamais on se serait douté que cette personne était comme elle était. C'était impossible. D'ailleurs, la première réaction de ma fille, elle descend, elle me dit « Maman, ça aurait été moi, j'aurais été aussi ». Parce que, voilà, un voisin, quelqu'un qu'on côtoyait régulièrement de par le quartier, de par les écoles, de par... Il venait tous les vendredis jouer au foot avec tous les gamins devant. Jamais eu un mot au-dessus de l'autre, jamais une altercation, jamais quelqu'un à qui on disait bonjour, qu'on parlait d'actualité, qu'on parlait de... Donc, et là, c'est des questions, des interrogations, de la colère, forcément. Je me sens trahie, tout comme la famille. Trahie, trompée, abusée. Un double jeu auprès de ses voisins, comme auprès de ses collègues. Le lendemain du meurtre, David Rameau se rend au dépôt de bus comme si de rien n'était. Mohamed Fari, le secrétaire CGT de l'entreprise, résume la sidération des salariés. Vendredi, la veille de son arrestation, il me semble, il était en train de travailler avec eux, il avait discuté sur cette actualité malheureuse. Et là, il disait qu'il allait faire partie du prochain groupe de recherche pour essayer de retrouver cette jeune fille. Et la nouvelle, quand elle a été connue de tous du dimanche, et ben là, les gens ont eu vraiment le ciel qui leur est tombé sur la tête, quoi. Qui est vraiment cet homme ? David Rameau est né à Lille en 1973. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. Abandonné par sa mère, il est placé en famille d'accueil. À sa majorité, alors employé comme pompiste, il rencontre une enseignante avec qui il compte faire sa vie, ici, à la Madeleine, à quelques kilomètres de Lille. Une existence tranquille, mais tout bascule en janvier 1994. En 15 jours, il agresse 3 femmes dans le même quartier, selon un mode opératoire identique. Il circule à mobilette, porte un casque intégral et menace avec un cutter. L'une de ses victimes de l'époque, aujourd'hui âgée de 74 ans, a accepté de revenir sur ces faits qui restent extrêmement douloureux. Je partais travailler et j'étais sur le balcon, là, ici au-dessus. Et quand il y a quelqu'un qui m'a attrapé par derrière, il m'a mis un cutter sur le cou. Et puis, bon, il me tirait vers lui. J'ai jeté mon sac, j'ai cru que c'était pour le voler, mon sac. Donc je l'ai jeté, il a tombé sur le pont. Et puis, bon, j'ai quand même essayé de me débattre. Je dis toujours, j'ai eu de la chance ce jour-là, dans le malheur, parce qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée avec un couple qui se sont tout de suite descendus. Grâce à ce couple, elle échappe à son agresseur. Un autre témoin parvient discrètement à le suivre jusqu'à chez lui, à 1 kilomètre de là, où il sera arrêté quelques jours plus tard. Comme pour Angélique, il reconnaît rapidement les faits et avoue même une 4e agression, le viol d'une jeune fille de 12 ans et demi. 24 ans plus tard, chez son avocate, celle-ci reste traumatisée. Elle pense avoir échappé à la mort, car elle ne s'est pas débattue. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? De me laisser faire, sinon il allait me tuer. Et il a appuyé sur le couteau au niveau de la gorge. Et il a appuyé fort. Pourquoi vous vous en êtes sorti? Parce que je me suis laissé faire. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire avec moi et après, il est parti. Et moi, il m'a bousillé ma vie. En 1996, 2 ans après son arrestation, David Rameau comparaît devant la cour d'assises du Nord. Il assure avoir cédé à des pulsions irrépressibles. La justice considère qu'il n'est pas un pervers au profil de violeur. Alors qu'il encourt 20 ans de prison, il est condamné à seulement 9 ans. Il sort en 2000, sans obligation de soins, et refait sa vie en se mariant 2 ans plus tard
avec une infirmière. Selon l'avocat de cette dernière, maître Hervé Corbanesi, elle aussi se sent trahie après 18 années de vie commune. C'était une femme complètement anéantie que j'ai vue. L'image que j'en ai eue, c'est qu'elle avait des fantômes dans les yeux. D'où rétrospectivement se dire, j'ai vécu avec un étranger. Même pas avec un monstre, avec un étranger. Je ne connaissais pas la personne qui partageait mon lit, qui partageait ma table, qui partageait nos activités périscolaires. Je ne connaissais pas cet homme, ce qui est glaçant. Son mari aurait minimisé son passé criminel. Il lui avait vendu une histoire à deux francs 6 sous, si je puis dire. Il lui dire que c'était pour une histoire banale de vol ou d'agression, je sais pas quoi. Pour, in fine, une fois qu'elle était mariée, lui avoir expliqué qu'il y avait eu une espèce d'agression d'ordre sexuel, mais qu'il ne savait pas que la fille était plus jeune que ce qu'elle paraissait être, d'une part, et que d'autre part, il avait bu, il était alcoolisé, il était sous l'emprise de toxiques. Et elle y a cru, parce qu'elle s'est dit, si c'était un viol, il n'aurait pas pris 6 ans. David Rameau a-t-il commis d'autres agressions depuis 18 ans? Quelques jours avant le meurtre d'Angélique, il aurait été vu en train de s'exhiber sexuellement dans une rue de Vambrechy, en tenue de chauffeur de bus. Anaïs exprime aujourd'hui sa colère. Tout ce qu'il lui a fait vivre, c'est inadmissible. Et contre la justice française. Parce que relâcher comme ça une personne au bout de 6 ans, au lieu de 9, et même 9, c'est pas assez. Vous avez de la haine contre lui? Ah oui, on a énormément de haine. Je pense que c'est ça qui me fait tenir. Il faut qu'on se bat pour elle, pour qu'il prenne un max. Hier, toute la ville a rendu un dernier hommage à Angélique. Une adolescente, tout juste sortie de l'enfance, dont le souvenir hantera Vambrechy. Une photo avec mes parents quand je venais de naître. Là, il y a papa et moi. J'aime bien les voir tout le temps et comme ça, je les oublie pas. Je les vois tous les jours, même s'ils sont pas là, ils sont toujours là. La vie de Natacha et de Margot a été comme fracassée. Depuis ce soir de décembre 2019, où elles ont appris le violent assassinat de leurs parents, Jean-Claude et Sylviane Muller. Souvent, le matin, la première personne que j'appelais, c'était ma mère. De plus pouvoir le faire, je me suis retrouvée un peu seule. Un vide. La douleur, le mal. Un vide parce que c'est un peu comme une bâtisse qui a besoin de ses piliers. Et là, il n'y a plus de piliers. Puis je voyais tout le temps des images. Genre, dès que je fermais les yeux, je voyais mes parents morts de près. La bouche ouverte, avec tout le sang. Je voyais vraiment tout, dans les moindres détails. C'était dur. À la difficulté de ce deuil, s'est ajouté le mystère, resté entier pendant presque 4 ans. Qui a pu tuer leurs parents? Jusqu'à il y a 10 jours, où un suspect a avoué le crime. Un homme qui vivait à proximité immédiate et que le couple croisait presque tous les jours. Le 15 décembre 2019, à 18h30, comme tous les dimanches soirs, Margot, 24 ans, la cadette, se rend chez ses parents à Izon, dans la banlieue bordelaise. Il y avait les voitures de mes parents dans le jardin. Du coup, j'étais contente, j'étais là. Ils sont tous les deux là en même temps, c'est cool. Et au final, je suis rentrée avec le sapin de Noël qui clignotait. Je les ai appelés plusieurs fois, ils ne me répondaient pas. Là, je me suis dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vois qu'au fond du couloir, il y avait la chambre de mes parents qui était allumée. Et du coup, je vais dans la chambre. En fait, là, je vois directement mon père qui était allongé, dénudé, sur le lit
Et ma mère par terre, pareil, avec la chemise de nuit à moitié relevée. En fait, je pensais qu'ils venaient de faire la et que je les avais dérangés. Ils étaient tombés dans les pommes. Du coup, je les ai secoués et en fait, j'ai capté qu'ils étaient tout durs et froids. Et en fait, en relevant la tête, là, j'ai vu tout le sang en fait partout. Affolée, Margot appelle Jean-Marie, le voisin d'à côté, ami de ses parents. Il y avait Margot qui courait sur la route, qui arrêtait les voitures. Puis après, je suis sorti. Et puis là, c'est là qu'on est rentré. On a été voir qu'on a vu le carnage. Voilà. Le sang, il montait plus que... Oh, il y aura du plafond, là. Il y en a juste là. Et entre lui et là, vous marchez que dans le sang, il n'y en a pas. C'est flippant. Natacha, la fille aînée, enceinte de 3 mois, arrive quelques minutes plus tard. Ma sœur, elle m'a dit non, Natacha, s'il te plaît, n'y va pas. Ce que j'ai vu, il faut pas que tu le vois. S'il te plaît, pour le bébé, n'y va pas. Le crime est d'une rare violence. Jean-Claude a reçu 20 coups de couteau, dont une dizaine dans le cœur. Sylviane a elle aussi été poignardée et également et mutilée. Du jamais vu pour maître Arnaud Dupin, l'avocat de Margot et de Natacha. C'est à la fois sauvage, parce que quand vous utilisez une arme blanche, c'est pas comme quand on tire des balles. Après, il y a eu... je sais pas comment ça peut être qualifié, mais quand vous disquez un corps sur des parties qui sont particulièrement intimes et féminines, il y a... Là, on n'est même plus dans le meurtre, quoi. Ça bascule dans l'horreur. Il y a aussi... Avec un objet... c'est assez sidérant. Le suspect n'a rien volé, mais il a tenté de mettre le feu dans la cuisine, sans doute pour effacer toute trace. L'incendie n'a pas pris, et les enquêteurs vont retrouver un ADN masculin sous les ongles de Sylviane, ainsi qu'une empreinte partielle de chaussures de marque Redskin, taille 44. Au lendemain du drame, dans le village de 5000 habitants, c'est l'émoi. En particulier pour le voisin d'en face, qui devant les caméras, se dit abasourdi. C'est le choc, là c'est le choc. Parce que bon, on mangeait pas ensemble, mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre, quoi. Il connaîtrait à peine le couple et n'éveille aucun soupçon. La cellule de 8 enquêteurs part dans d'autres directions. Ils vont entendre 500 personnes, effectuer 150 prélèvements salivaires et explorer toutes les pistes. Dans un premier temps, celle des proches, dont la propre fille du couple, Margot. Certains dans le village ont parlé aux gendarmes de ses addictions. Apparemment, je suis l'enfant défoncé qui a châtiné ses parents. J'étais l'hypothèse numéro 1, du coup, alors que c'est moi qui ai retrouvé mes parents. J'ai été interrogée pendant des heures. Du coup, j'étais suspect. Déjà, je suis 1m50. Puis ces 2 parents, il faut en vouloir. Hein. Le conjoint de Natacha est aussi interrogé. Il est le dernier à avoir vu le couple en vie la veille du drame. Natacha elle-même a envisagé cette hypothèse. Je lui ai posé la question. Il me dit, je dormais avec toi. Je lui dis, ouais, si je dormais, t'as bien pu te lever et t'es revenu après. Après, on a fait ça un peu dans la déconnade quand je l'ai discuté avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai pensé à le soupçonner à lui. Son ADN est prélevé. Il ne matche pas avec celui retrouvé sous les ongles de Sylviane. Les gendarmes fouillent alors le passé du couple. Jean-Claude et Sylviane se sont rencontrés dans une soirée en 1986. Elle a 17 ans, lui 25. Ils se marient 4 ans plus tard et tiennent ce restaurant en bordure d'autoroute. Une nouvelle piste pour les enquêteurs, car c'est le repère de la petite voyoucratie locale. Sandrine, la sœur de Sylviane, donnait un coup de main en cuisine. Il y avait des fois, ça tournait mal parce qu'il y avait des bagarres. Quand les gens arrivaient et avaient un peu trop bu. On a parlé peut-être aussi de la piste de la drogue. Ça circulait là-bas. Ça circulait, oui.
Moi, je voyais des gens en prendre. Mais après, je ne voyais pas de trafic, pas du tout. Patrick, l'ami de toujours de Jean-Claude, n'y croit pas. Tout le monde a dit c'est la au début, tout le monde. Moi, je savais qu'il n'était pas là-dedans. Jean-Claude n'était pas un milliardaire ni un millionnaire. Il bossait, il s'occupait de bosser, le reste, il s'en occupait après. Si Jean-Claude avait été dans la ben, on l'aurait vu, il aurait des voitures de luxe, c'était un flambeur, excessif flambeur. Cette hypothèse est abandonnée. Les gendarmes se penchent alors sur la piste passionnelle. Peu de temps avant le drame, Sylviane a subi une opération de l'estomac. Elle a perdu plus de 30 kilos. Mais elle était très belle. Et comme quand elle était toute jeune. Elle était revenue, voilà. Et je pense que Jean-Claude en était fier. Le suspect serait-il un amant jaloux ou éconduit? Les enquêteurs fouillent la vie intime du couple, mais ne trouvent rien. On a balayé et on a fouillé très profondément dans la vie de ces gens, laissant nourrir les fantasmes les plus extravagants sur le fait finalement qu'ils n'étaient que responsables de leur propre mort. Ils sont morts, il y a eu double assassinat, mais en fait, peut-être qu'ils avaient une vie dissolue, donc c'est peut-être dans cette vie-là qu'il faut les chercher. On n'a rien trouvé. Et très rapidement, on a imaginé que ça devait être l'œuvre d'un rôdeur. En juin 2021, l'enquête est au point mort et la cellule d'investigation est dissoute. Natacha et Margot craignent que l'affaire ne soit jamais élucidée. Elles organisent une marche blanche et tentent de mobiliser l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Et je trouve quand même ça fou qu'une affaire aussi grave soit toujours en cours, pas élucidée. Du coup, aujourd'hui, avec ma soeur, il y a 2 mois, on a décidé de monter une cagnotte. Du coup, on a monté cette cagnotte aujourd'hui pour pouvoir prendre un détective privé et pour peut-être pouvoir retrouver là où les personnes qui ont fait ça. Et puis, il y a 10 jours, coup de théâtre. Natacha et Margot apprennent qu'un suspect a enfin été interpellé. Asseyez-vous, installez-vous. Ce sont leurs avocats qui leur révèlent l'identité du tueur présumé. Il s'agit du voisin d'en face. Qu'est-ce que vous voulez dire devant une horreur comme ça? Et l'attente qui vous a imposé, qui ajoute à votre mère. Oui, et qui je peux dire, il m'a souri et il m'a fait coucou après. Je suis passée plusieurs fois devant chez lui après. C'est arrivé que je passe devant chez mes parents et qu'eux ils soient dehors et qu'on se fasse un signe, un coucou pour dire bonjour. Ouais, c'est arrivé. En soi, j'étais au collège avec ses fils, mais rien de plus. On tombe des nues, on nous dit c'est pas possible. Mais pourquoi en fait? Le voisin se nomme David Daoufar, 53 ans, marié au moment des faits et père de 2 enfants. Un homme discret, inconnu de la justice, qui travaillait de nuit dans cette entreprise de logistique. Celui-là même qui témoignait son émotion au lendemain du double meurtre devant les caméras de télévision. C'est le choc, là, c'est le choc. Parce que bon, on mangeait pas ensemble, mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre, quoi. Il faut quand même un sang-froid, pour pas dire avoir une sacrée paire, pour, dès le lendemain, se pavaner dans l'émotion à la télé, en essayant, finalement, de prendre l'opinion publique à témoin, comme quoi je suis dans la peine. Mais ça a tellement bien marché qu'on ne sait, au niveau de l'enquête, jamais poser véritablement la question sur lui. Jean-Marie, l'ami du couple Muller, qui vit aussi en face du suspect, n'arrive toujours pas à y croire. Pas s'imaginer que mon voisin, quand même, une personne tranquille, gentille comme ça, et qui a pu aller tuer mes amis à côté. Quand il s'ennuie un petit peu, ils sont nés, et il dit « Je peux venir boire une petite bière » J'ai dit « Écoute, j'ai la retraite, moi, si tu veux, mais viens. » Donc David, il va discuter avec nous, une petite bière, tranquille. Il n'a pas du tout le profil. Il est assez grand quand même, mais il va toujours pareil. C'est pas une personne qui s'énerve. Il ne s'énerve pas, c'est de tension.
Voilà, c'est David. L'ex-femme de David Daoufar, qui a partagé sa vie pendant 20 ans, affirme ne jamais avoir eu le moindre soupçon. Comme cet autre membre de la famille. Pour moi, c'est inconcevable ce qu'il y a eu. C'est tout à fait inconcevable. C'est pas du tout le genre de personnage. C'était une personne très discrète, mais quand il ouvrait la bouche, en général, il me faisait rire. Il a beaucoup d'humour. Toujours très calme, jamais une dispute. Je ne l'ai jamais vu se disputer avec qui que ce soit. Adorable. Comment expliquer que les gendarmes aient mis 4 ans à identifier le suspect? Ils ont pourtant fait appel à des profilers qui, en avril 2020, ont livré leurs conclusions. L'auteur a pu être en relation avec Madame Muller, ou à minima, il a pu la repérer et l'épier et projeter sur elle des fantasmes. Il est susceptible de vivre dans une zone géographique assez proche du domicile des victimes. Malgré cela, David Daoufar, qui vit juste en face du couple Muller, n'est pas inquiété. Il n'est entendu que 5 mois plus tard, en septembre 2020, et sa version convainc totalement les enquêteurs. Le soir des faits, je me suis couché dans ma chambre. Vers 21h, mon épouse était dans le salon devant la télévision. Le lendemain, nous sommes restés au domicile, nous avons regardé un film. J'aurais voulu savoir si les faits s'étaient déroulés en pleine nuit. Je sais que le créneau entre 1h et 2h est un créneau où nous dormons profondément. Ça fait peur. À l'issue de son audition, David Daoufar a accepté le prélèvement salivaire. Mais le juge n'en fait pas une priorité. Il attendra 3 ans pour comparer son ADN à celui retrouvé sur la scène de crime. Natacha n'en revient toujours pas. On aurait pu savoir, en 2020, en septembre 2020, c'est quoi le problème? Il n'y a pas assez de laboratoires ou parce que finalement ils se sont focalisés sur des hypothèses et n'ont pas fait analyser le reste? On se pose beaucoup de questions et on ne comprend pas qu'un ADN puisse être analysé 3 ans après. En garde à vue, David Daoufar n'a pas expliqué les raisons de son passage à l'acte et ses avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Selon Patrick, l'ami de Jean-Claude, il ne peut s'agir que d'un désir non assouvi pour Sylviane, qui aurait déclenché chez le suspect une folie meurtrière. Je vois que ça. Par rapport à Sylviane. Et Sylviane n'était pas du tout là-dedans. Donc, où il lui a fait plusieurs propositions, et à un moment donné, elle lui a dit « Maintenant, tu m'emmerdes, je balance tout à ta femme. » C'est ce que je pense, moi. Mais je ne sais pas. Mis en examen pour double assassinat, David Daoufar a été incarcéré. Il devra prochainement comparaître devant le juge d'instruction. Présumé innocent, il encourt une peine de prison à perpétuité.